Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième entretien avec Pascal Vandenberg à propos de l'édition, à propos de la librairie, à propos de son livre. La librairie est un sport de combat qui va d'ailleurs être un peu le point de départ de cette deuxième partie de notre conversation. Donc, nous vous avons laissé éditeur, Pascal Vandenberg, et nous vous retrouvons libraire en Suisse et pas libraire de n'importe quelle librairie, puisque libraire de la librairie Payot, ça veut dire libraire d'une chaîne de librairie et d'une chaîne de librairie. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle fait partie du patrimoine culturel de la Suisse, mais enfin, il y a quelque chose que de la Suisse francophone, mais il y a quelque chose comme ça. Quel est l'état de la librairie Payot quand vous y arrivez ? D'abord, peut-être expliquer qu'en fait, de là où j'étais dans l'édition, j'ai jamais eu de plan de carrière, évidemment, et j'envisageais plutôt d'aller dans la direction de reprendre une direction de maison d'édition un peu plus tard. Et j'envisageais pas forcément de revenir vers la librairie, puisque ce que j'envoyais en France me convenait pas complètement, je dirais. Et puis, j'avais l'occasion d'aller en Suisse, comme j'allais en Belgique ou au Québec d'ailleurs, une ou deux fois par an pour voir les libraires justement. Et puis, j'avais vu dans quelques années cette chaîne de librairie Payot complètement renaître de ses cendres en fait, puisque c'est une entreprise familiale au départ, qui a été fondée en 1877, donc qui aura bientôt 150 ans. Et qui, dans les années 80, c'était la 4e génération, était quand même exsangue, avec la 4e génération, Jean-Marc Payot, qui avait ni les moyens, ni l'envie, ni sans doute le souffle pour remettre cette chaîne de librairie d'aplomb, et ce qui voulait dire aussi investir de manière assez importante. Et puis, il y a eu une étape intermédiaire, mais au début des années 90, il se trouve que cette chaîne a été rachetée avec le principal distributeur de Suisse et la chaîne de kiosques de l'époque en Suisse par le groupe Lagardère qui s'appelait Hachette Distribution Service, donc qui n'est pas la division livre, qui est une division commerce, et qui a permis à l'époque de rénover complètement ce réseau à partir de 92 à peu près. Et moi, j'ai commencé à fréquenter la Suisse à partir de 94 et j'ai vu petit à petit ces magasins renaître avec un concept, avec un souffle et quelque chose qui m'a plu, et surtout avec des vrais libraires dedans. Des vrais libraires formés, parce que la Suisse est très proche de la culture germanique et on fait un apprentissage de libraire. Et on n'apprend pas à être libraire dans un amphithéâtre, on apprend sur le terrain. Et donc ça, c'est le bon côté de l'héritage germanique de la Suisse. Ces formations, je dirais vraiment d'apprentissage, sont pas du tout mal considérées comme en France. En France, quand vous faites un apprentissage, vous êtes limite déjà un clodo, quoi. Là-bas, pas du tout. Vous pouvez finir patron d'UBS en ayant fait d'abord un apprentissage d'employé de banque. Et après, il y a des passerelles et vous pouvez continuer à vous former. C'est quelque chose, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de chômage en Suisse. C'est parce que les gens apprennent d'abord un métier et vont pas tous forcément à l'université. Et donc voilà, j'ai vu évoluer cette chaîne de librairie. Il se trouve que d'un autre côté, j'avais quand même un problème de plus en plus avec la France, je dois dire, à titre personnel, et qui fait que je cherchais plutôt un moyen de quitter la France, qui est quand même compliqué quand on fait un métier comme le livre et la librairie, parce que on peut pas. Si vous êtes plombier, vous pouvez aller pratiquer en Colombie, en Italie ou au pôle Nord. C'est toujours les mêmes robinets, quoi, quelque part. Alors que le livre c'est vraiment des métiers très différents dans les différentes régions du monde. Donc on peut pas forcément s'exiler de la même manière. Ça veut dire que ça réduisait mon horizon à la Belgique, le Québec et la Suisse. J'ai failli partir au Québec d'ailleurs, et puis le poste que je visais s'est pas libéré. Et puis il y a eu cette possibilité de prendre la direction des librairies Payot. Quand je suis arrivé en 2004, elles étaient propres en ordre, je dis, à la Suisse. Magasins rénovés, informatisés, avec des équipes au top. Mais c'était un peu, j'ai très vite compris que c'était un peu comme dans un western, vous voyez, quand le cow-boy il traverse le village Tagada, Tagada, et puis il y a des façades, le saloon, etc. Puis derrière, c'est un décor. Et il manquait, je trouve, dans cette entreprise à l'époque, ce que mon prédécesseur a fait des choses formidables pour rénover les points de vente, mais
Il n'est pas allé au fond d'un certain nombre de choses parce qu'il pouvait pas tout faire. Il n'était pas libraire d'origine non plus. Et puis il y avait tout un travail à faire aussi sur la construction d'une identité d'entreprise ou l'explicitation plutôt de ce qu'était cette entreprise qui avait déjà des dizaines d'années derrière elle pour qu'elle s'exprime au mieux à travers les gens qui la composent, qui font la différence finalement avec d'autres types d'enseignes ou de magasins. Alors j'ai eu la chance ayant un passé de libraire et de monde du livre, les équipes qui ne me connaissaient pas, j'ai pas du tout été parachuté, je connaissais pas les gens, quand je suis arrivé, m'ont assez vite fait confiance parce que j'étais légitime pour eux. Parce que je venais du livre, voilà, et que quelqu'un d'autre, et ils me l'ont dit après 2 ou 3 ans en disant, on a accepté des changements qu'on n'aurait pas accepté de quelqu'un d'autre qui serait pas venu du livre. Ils me faisaient confiance. C'est très important dans ce monde-là, cette légitimité-là, pour pouvoir faire avancer les choses. Et puis, c'était il y a 18 ans, et puis il s'est passé encore beaucoup de choses depuis. Il s'est passé que vous avez réussi à retirer les librairies Payot de la zone d'influence et même de la propriété de la Fnac. Oui, alors ça, c'est arrivé 10 ans plus tard, en 2014. Bon, en fait, si vous voulez, dans les années 2008-2010, dans le groupe Lagardère Service, chez Distribution Service, c'était devenu Lagardère Service, il y avait aussi la chaîne Virgin en France, la chaîne du Furet du Nord en France aussi. Et puis, ils ont été vendus en un bloc à un fonds d'investissement. Puis je me suis dit, je me retrouve un peu seul avec ma chaîne de librairie et puis à un moment donné, ça peut aussi nous arriver de se retrouver vendu du jour au lendemain sans avoir le temps de dire ouf. Donc j'ai discuté avec la direction du groupe qui a dit nous on n'a pas prévu de céder Payot, mais enfin si tu as une offre à faire, vas-y fais-le. Sauf que c'est bien joli, mais vous je sais pas, mais moi j'ai pas d'argent. Donc j'ai essayé de voir des gens, j'ai essayé de convaincre et puis je me suis pris un monstrueux bide. Après on a eu d'autres soucis à régler, notamment liés à, c'est un peu compliqué à comprendre pour des Français, mais liés à des problématiques de taux de change, puisqu'on a d'un seul coup le franc qui est monté et qui a créé des écarts de prix avec la France compliqués et qui du coup nous a pas mal occupés. Et puis effectivement en 2013, fin 2013, je me ressors un peu ce dossier-là sans avoir de solution pour autant. Et puis, début 2014, le PDG de Lagardère Service, Dag Rasmussen, qui est aussi quelqu'un que j'estime beaucoup, on s'est toujours beaucoup estimé, on est de la même génération, il a toujours trouvé le travail qu'on faisait formidable, m'appelle et me dit, écoute, j'ai quelqu'un qui serait prêt à racheter Payot, il faut que tu viennes me voir à mon bureau à Paris. Donc, je suis arrivé là et puis il m'a annoncé que c'est Alexandre Bompard, le PDG de la Fnac, qui allait nous rejoindre dans son bureau 1 heure plus tard. Et puis voilà. Et puis, connaissant mon histoire et mon passé, mon caractère, Dag m'a tout de suite dit « Mais tu verras, c'est un type très bien. » Alors j'ai dit oui, peut-être, je le connais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais enfin c'est quand même un énarque qui n'a jamais vendu une gomme ou un crayon à une grand-mère. Et je suis pas sûr qu'il comprenne ce que c'est que le commerce de détail. Et il est là d'abord pour des questions politiques, peut-être plus que pour des questions commerciales. Alors on a fait le rendez-vous. Il s'était mis d'accord sur 6 semaines plus tard, offre d'achat exclusive de la Fnac sur Payot, ce qui me laissait quand même pas beaucoup le temps de me retourner. Et puis voilà. Et puis je considérais que ça serait pas une bonne chose pour Payot. Moi, je me considérais en tant que directeur depuis 10 ans de cette entreprise, responsable de son avenir, puis responsable pour les gens qui y travaillent, en disant je peux pas laisser ce truc partir à volo ou se faire absorber comme ça par une Fnac qui va les détruire. Et donc j'ai repris mon bâton de pèlerin et puis j'ai été voir quelqu'un que vous connaissez, Philippe Meyer, Vera Michalski. Oui, qui nous reçoit une fois par trimestre en sa fondation, Yann Michalski, et dans la générosité. Quelques années plus tôt m'avait dit qu'elle ne voulait pas racheter Payot, qui est tout à fait son droit, donc ça n'avait rien changé dans nos relations. Et puis là, j'ai été lui dire, écoute Vera, la Fnac veut racheter Payot. Si elle rachète Payot, c'est dans les 2 ans la fin de la librairie indépendante en Suisse, et évidemment aussi la fin de Payot. Donc j'ai compris que tu voulais pas racheter, mais est-ce que tu me prêterais les sous pour faire une contre-offre? Et là, elle m'a dit oui. Bon, pas dans la minute, mais en quelques jours, elle m'a dit oui. Et donc, j'ai pu faire une contre-offre et puis empêcher finalement que la Fnac rachète Payot, ce qui, pour moi, aurait été, à mon niveau, une catastrophe parce que ça aurait détruit complètement tout le tissu, mais aussi cette entreprise qui avait déjà plus de 100 ans. Alors, pas mal de choses menacent ou sont considérées comme menaçantes, ayant menacé ou devant menacer dans l'avenir le livre. Évidemment, bien sûr, ça
les chaînes de librairies ou les librairies qui peuvent le mettre dans leur vitrine, mais aussi, à un moment donné, on a beaucoup eu peur du livre électronique. Oui, bon, on a eu peur du livre électronique comme on a peur tous les 10 ou 20 ans d'un nouveau média ou de quelque chose qui va tuer. Enfin, depuis l'apparition du cinéma, ensuite de la radio, puis de la télévision, puis des jeux vidéo, puis de l'Internet, puis maintenant du livre électronique, on promet toujours la mort du livre pour l'année prochaine. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a l'impression que c'est un monde un peu rigide ou figé, le monde du livre évolue. Moi, le métier que je pratiquais il y a 40 ans, c'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Enfin, on n'a plus du tout les mêmes manières de travailler qu'il y a seulement 40 ans. Par exemple il n'y avait pas de base de données bibliographique, fallait tout avoir dans la tête. On passait les commandes encore à la main, on envoyait des... Enfin, je veux dire, le rythme était aussi pas le même du tout. Et puis surtout, quand le client venait... Moi, ça m'avait frappé. Le premier jour où j'ai travaillé en librairie, je me rappelle très bien, c'est une cliente qui dit « Ah, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle Grain ». Et puis, j'ai vu la libraire qui, en 10 secondes, a dit « Non, ce livre que vous cherchez s'appelait Poivre ». Et c'était devenu Grain dans l'esprit de ce client. Mais on n'avait pas de mode de recherche électronique, il n'y avait rien. Donc, il fallait avoir dans la tête et en plus, savoir calculer le client en fonction de ce qu'il avait retenu d'un titre, en le déformant ou en ayant retenu le titre de l'article, mais pas le titre du livre, dans la presse, par exemple. Et c'est là que j'ai compris l'intérêt aussi de la mémoire et de cette espèce de souplesse qu'on devait avoir pour bien comprendre ce que les gens voulaient. Aujourd'hui, vous tapez 3 mots sur un clavier et puis ça sort tout seul, voilà, je dirais. Mais en tout cas, le livre a une capacité j'utilise pas le mot de résilience qui me fatigue un peu comme bienveillance, puisque c'est un peu à toutes les sauces, et ça veut dire n'importe quoi, mais en tout cas de s'adapter et finalement de montrer qu'il a une capacité. C'est quand même le plus vieux média qui existe, puisqu'on trouve des traces, enfin même si c'est pas du papier, mais à Semeur, on trouve des traces d'argile. Le livre est tellement ancien qu'il a de l'avenir. Voilà. Il y a une chose que vous dites que j'ai trouvé, à laquelle j'avais jamais pensé, et sans doute quelques-uns de nos auditeurs non plus, c'est que c'est intéressant de voir que pour débuter, pour devenir la plus grande surface du monde, Amazon avait choisi le livre. Oui. Oui, et Google avait essayé de faire cette bibliothèque, etc. Alors, d'un côté, on nous dit le livre a pas d'avenir, et de l'autre côté, on voit que ces multinationales, qui sont toutes des entreprises philanthropes, bien entendu, qui travaillent que pour la culture, se ruent sur le livre dès qu'elles le peuvent. C'est vrai pour Google, c'est vrai pour Amazon, c'est vrai pour d'autres. Donc, il y a bien quelque chose qui est un peu paradoxal, ou schizophrénique même, je dirais. Alors, sur Amazon, vous avez un certain nombre de phrases assez définitives, mais j'en ai retenu 2. Amazon est à la librairie ce que McDonald's est à la gastronomie. Oui. Et Amazon est à la bibliodiversité, ce que Monsanto est à la biodiversité. Oui, c'est ça, parce que ces algorithmes qui vous calculent, effectivement, ils vous amènent toujours au même résultat, c'est-à-dire ils sont là pour vous offrir que des choses sur lesquels vous seriez tombé finalement, qui vous correspondent. La richesse d'une promenade dans une librairie, c'est justement la sérendipité, c'est la capacité justement à découvrir des choses sur lesquelles on serait jamais tombé. On va vous dire, telle personne qui a aimé ça a aussi acheté ça. Vous êtes pareil, on vous met dans des cases. Et voilà, moi je dis, chaque personne a un ADN génétique, mais il a un ADN culturel à lui, et que moi qui peux lire San Antonio le matin et Proust le soir, ça, un algorithme, il saura pas le calculer. Et nous respectons, nos clients. D'ailleurs, chez Payot, on a un site, on a tout ce que vous voulez, mais on ne trace jamais les clients. On n'a pas ce qu'on appelle de CRM. On ne pousse rien vers nos clients. C'est des clients alors on peut leur donner un environnement, on peut mettre des coups de cœur, on peut mettre des livres en avant, mais on ne fait pas de traçage individuel de personne. Et je me suis toujours opposé à ça. Alors, les grands spécialistes du marketing me disent que je suis le plus absolu des crétins et que je me prive de 15% de chiffre ou 20% de chiffre d'affaires. Et je dis, je m'en fous. Je respecte mes clients de leur intimité et je veux, le jour où ils se rendront compte qu'ils peuvent pas aller faire pipi sans être tracés par leur téléphone, chez nous, on pourra leur dire, nous, voilà, on vous écoute, mais on ne vous trace et on ne pousse rien.
Voilà. Il y a un autre des dangers de ces GAFA quand ils s'attaquent à la librairie que vous pointez, dont je trouve qu'on parle un peu, mais pas assez, c'est le danger de la censure. Oui, ben on l'a vu. Alors l'histoire, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est très très drôle. Enfin, c'est pas qu'un problème de censure, c'est une question de droit sur le numérique. C'est un petit peu autre chose. Oui, la censure. Bah oui, la censure. Les GAFA sont peut-être plus exposés que d'autres parce qu'ils sont mondiaux et visibles de partout. Mais on voit, ils sont obligés de se soumettre, ou en tout cas ils se sentent obligés de se soumettre à des pouvoirs politiques ou à des pressions politiques beaucoup. Et puis ils subissent aussi une pression qu'on subit aussi nous à notre niveau, bien entendu, de ces nouvelles morales qui viennent nous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien de lire et qu'est-ce qu'il faudrait vendre et qu'est-ce qu'il faudrait pas vendre. Donc je prends quelques exemples dans cette partie de mon livre justement qui s'appelle La librairie est un sport de combat en disant mais bientôt les véganes viendront nous interdire de vendre des livres de cuisine où on cuisine de la viande parce que c'est pas bien et qu'il faut pas manger de viande. Voilà. Et puis chacun vient avec sa petite morale et je trouve que la philosophie de la librairie c'est de dire on n'est pas là pour faire la morale à nos clients, on n'est pas là pour pour leur dire comment penser, on est là pour les aider à comprendre et à apprendre à penser par eux-mêmes. Le livre a cette vocation quand même de développer, et moi j'en suis la première victime, je dirais. Sans le livre, j'aurais pas pu faire tout mon parcours et je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, et c'est quelque chose que je respecte énormément. Il y a quelques années, je pense que vous vous rappelez, était sorti ce petit texte de Richard Millet sur le meurtrier de Norvège. De Norvège. Il avait fait une espèce d'apologie, un texte pas très intéressant d'une 20aine de pages qui avait fait scandale. Et un collègue libraire à Bruxelles avait dit « Je boycotterai ce livre », mais je trouve que boycotter un livre comme ça, c'est trahir notre métier, c'est trahir toute notre philosophie. La limite, c'est la loi. Effectivement, si un livre est interdit, s'il enfreint une loi, que ce soit racisme, tout ce que vous voulez, pédophilie, tout ce qu'on veut, évidemment, on le commercialise pas. Mais au-delà, en deçà plutôt de la loi, nous, on n'est pas là pour faire le ménage dans la tête des gens, comme disait Ferret. On est là pour leur proposer des choses et pour les aider à penser aussi. On le voit. Vous avez vu, l'Ukraine envahie par la Russie. Ok, d'accord. On commence par supprimer un colloque en Italie sur Dostoïevski. On déprogramme Tchaïkovski des concerts de musique. Non, mais on marche sur la tête. Depuis quand Gogol et Tchekhov sont responsables de la politique de Poutine? J'aimerais quand même bien le savoir. Je voulais acheter de la vodka russe dans un magasin à Lausanne. Ils les avaient déréférencés. Je dis, mais c'est quoi? Et on a des clients qui se sont dit, vous vendez encore de la littérature russe, mais c'est un scandale. Mais, bien entendu, ça n'enlève rien ni à Bulgakov, ni à Lermontov, ni à personne. Et donc, il y a aujourd'hui de plus en plus un plaquage de morale sur des obligations de pensée. Enfin, voilà, on s'est battu à l'envers de ça il y a 50 ans ou 40 ans. Et puis aujourd'hui, on est en train de resserrer les mailles du filet de la censure. C'est quelque chose dont le livre est forcément, à un moment donné, un révélateur. Voilà. Parce que le livre, c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est bien. Le livre, c'est dangereux. C'est dangereux pour tous les régimes politiques et c'est dangereux pour tous les moralistes. Alors, Pascal Van den Berg, pour terminer nos entretiens, je vais vous demander d'expliquer aussi clairement que possible les fondements de cet article que vous avez publié dans Le Temps et de la plainte que vous avez déposée contre Gallimard et son entreprise de distribution Madrigal auprès de l'équivalent suisse de la Haute Autorité de la concurrence française qui s'appelle la Comco. Quel est le sujet de votre plainte et quelles sont les conséquences pour la librairie suisse de la situation que vous n'acceptez pas? Alors d'abord, je voulais préciser que c'est tombé sur Gallimard et que ça aurait pu tomber sur Editis ou sur Hachette ou sur un autre. J'ai juste pris le premier qui faisait
qui mettait le doigt dans un petit piège pour montrer aux autres que je ne plaisantais pas. Oh, il y a eu un changement de loi en fait en Suisse au 1er janvier qui a changé ce qu'on appelle la loi sur les cartels et qui élargit le périmètre à des entreprises comme les diffuseurs français du livre. Et donc je me suis empressé de leur dire la loi a changé, vous devez maintenant changer vos pratiques et on doit pouvoir acheter différemment. Bon, je vais vous prendre un exemple très simple aujourd'hui. Un livre français en Suisse, il est vendu à peu près 70% plus cher qu'en France. Oui, monsieur. Le problème pour nous, c'est que pour nos clients, il faut se lever de bonne heure le matin pour les convaincre d'acheter quand même en Suisse chez nous. Pas d'un clic sur Amazon ou pas d'un jet de tram à Genève en France. Donc ça nous coûte très cher. Mais le problème du client, c'est le prix de vente. Mais mon problème à moi, c'est mon prix d'achat. Et aujourd'hui, si le client paye 70% plus cher qu'en l'achetant en France, moi, je paye aussi 40 à 45% plus cher que si j'achetais en France. Et ça joue pas. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors, je dirais que si la concentration horizontale est un phénomène qu'on observe dans le monde entier, la concentration verticale est un phénomène franco-français, avec la distribution exclusive qui n'existe pas en Allemagne, qui n'existe pas en Grande-Bretagne, qui n'existe pas dans les autres pays, qui fait les libraires ne peuvent pas mettre deux fournisseurs en concurrence. Un livre de Gallimard, ça s'achète à un endroit. Un livre de Grasset, ça s'achète qu'à un endroit. Donc vous êtes pieds et poings liés devant votre fournisseur qui fixe les prix qu'il veut. Et c'est ce système-là que je veux remettre en question aujourd'hui en m'appuyant sur cette loi, en disant je dois pouvoir être plus compétitif vis-à-vis de mes clients, mais je dois aussi, pour moi, mettre fin à ce que j'ai appelé dans cet article, donc j'ai pas honte de le dire, un racket généralisé qui est lié au système français de distribution et de diffusion du livre. Ce problème, il existait en Belgique, il a disparu parce qu'ils ont adopté une réglementation qui fait qu'ils ne peuvent plus pratiquer comme ça. Il existe encore au Québec, mais je dirais il y a peut-être une excuse ou une compréhension parce que il y a quand même un océan à traverser. Mais la Suisse, non. Il y a pas de raison, il n'y a pas d'océan à traverser. On n'est pas en Union européenne, mais enfin, les droits de douane, c'est fini, le temps où les passeurs avec des ânes franchissaient le Jura. Aujourd'hui, on sait faire le job de manière électronique et très rapide. Et donc, aujourd'hui, je dénonce effectivement une politique de ce qu'on appelle la vache à lait. C'est-à-dire que les Suisses, ils ont de l'argent, ils peuvent payer, alors on prend tout ce qu'on peut. Mais au détriment du marché, en réalité. Parce que ce système existe depuis toujours. Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet. Et il y a 30 ans, le taux de change n'était pas le même qu'aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, le taux de change était à 1,55, 1,60. Ça veut dire que, grosso modo, les livres français valaient 20% de plus. Sauf que le franc est monté, l'euro est baissé. Vous mettez les deux ensemble et vous avez aujourd'hui un taux de change inférieur à la parité qui fait que, même si les prix ont un peu baissé, ils apparaissent comme beaucoup plus cher par rapport au prix d'origine pour les clients suisses. Ils sont pas plus intelligents que les autres. Quand d'un seul coup le taux change, ils disent « Ah ça a encore augmenté ». Non, ça n'a pas augmenté. C'est le prix de référence qui a baissé par un effet de jeu de change. C'est quelque chose que les Français ont encore plus de mal à comprendre aujourd'hui avec l'euro, parce que vous alliez en Allemagne, en Belgique, en Italie ou en Espagne, c'est la même monnaie. Vous faites plus le calcul dans votre tête. Il n'y a plus d'un seul coup des choses qui changent en disant « J'ai payé plus cher cette année en Espagne ou pas ». Vous payez le même prix. C'est la même monnaie, c'est la même référence. Nous, on a une double écluse avec la France. La première, c'est la monnaie qui est différente, et la deuxième, c'est le niveau de vie. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'idée d'un jeune libraire suisse qui sort avec son diplôme d'apprentissage, qui a 24 ou 25 ans, qui est engagé chez Payot comme libraire, jeune libraire? À votre avis, il gagne combien par mois? En euros ou en... Peu importe, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Je mettrais, 3 000 euros. Non, beaucoup plus que ça. 4 000? Oui, plus que 4 000. Oui, 4 200 euros par mois, fois 13. Oui, d'accord. Fois 13. Bon, et un libraire français, il gagne quoi? 1 300, 1 400. Donc, on a des salaires qui sont aujourd'hui 3 fois plus élevés. Donc, on a besoin d'avoir des prix plus élevés, mais à condition que ce soit nous qui puissions jouer avec ce prix et pas des diffuseurs qui nous vendent trop cher des livres et qui font un surbénéfice sur le dos de la Suisse. C'est ça le sujet. Et vos collègues suisses de la Suisse germanophone ou suisses de la Suisse italophone n'ont pas ces problèmes-là? Non, justement pas. Et j'ai montré dans un autre article que de celui du Temps
que le dernier livre de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qu'elle a publié sous le nom de Robert Galbraith, il se trouve que l'édition allemande en Allemagne vaut 26 €, et comme l'édition française en France vaut 26 €. À Zurich, il est vendu 37% plus cher, et chez Payot en Suisse romande, 65% plus cher. Est-ce que j'en déduirais que les salaires sont plus élevés à la Chaux-de-Fonds qu'à Zurich ? Certainement pas. Simplement, nos confrères de Suisse allemande peuvent acheter en Allemagne au prix allemand. Et donc, c'est eux qui disent, on a besoin de vendre un peu plus cher parce que les salaires, etc., etc. Mais c'est eux qui décident et c'est eux qui ont le gain qui leur permet de le faire, nous pas. Donc, eux, ils vendent moins cher que nous en proportion, mais ils gagnent mieux leur vie. C'est quand même absurde. Autrement dit, cette vieille verticalité et ces décisions prises au niveau central contre lesquelles vous vous battiez quand vous étiez à la FNAC, vous les retrouvez comme... Oui, puis je me retrouve aussi face à la FNAC en quelque sorte, puisque la FNAC étant une entreprise française depuis 10 ans, elle importe en direct. Donc on a un deuxième paradoxe sur le marché suisse, c'est que Payot, qui pèse 2,5 fois le chiffre d'affaires de la FNAC en Suisse, a des prix d'achat plus élevés que la FNAC. Ce qui, n'importe quel élève en économie vous dira, ça n'existe pas un marché sur lequel le premier acteur a de moins bonnes conditions que le second. Donc il y a une situation de distorsion de concurrence dont je considère que s'ils n'ont pas fabriqué cette situation, les diffuseurs sont complices puisqu'ils n'ont rien fait pour la corriger depuis 10 ans en acceptant que nous on paye plus cher et ils n'ont pas pu lutter contre la FNAC qui a décidé d'importer en direct et ils nous empêchent, nous, de bénéficier de même prix que la FNAC, ce qui n'est pas juste. Alors, une dernière question personnelle peut-être, Pascal Vandenberg. Vous avez circulé dans le milieu de la librairie, dans le milieu de l'édition, vous y avez été, vous y êtes encore actif pour ce qui est de la librairie, et vous l'avez dit tout à l'heure, rencontré les libraires, tous les libraires francophones, les Suisses, les Belges, les Suisses, les Français bien sûr, et les Québécois. Qu'est-ce qu'on pourrait établir comme spécificité des libraires québécois, belges, suisses et français? Je pense que les spécificités sont dues à des cultures locales, mais elles sont aussi dues à une typologie de clientèle. Et je me rappelle, vous connaissez un peu le Québec, vous connaissez le groupe Renaud-Bray. Oui. Blaise Renaud, qui est le fils de Pierre Renaud, qui a repris les librairies Renaud-Bray il y a, je pense, une dizaine ou une douzaine d'années, nous a rendu visite en Suisse il y a quelques années, parce qu'on discutait de différentes choses. On fait finalement un peu le même métier dans des pays différents. Et puis, c'est lui qui m'a dit à un moment donné, mais on fait pas le même métier, justement. Parce que nous, on a un niveau de clientèle qui est pas du tout le même que vous. Et on peut pas être aussi pointu, on peut pas être aussi littéraire, on peut pas être aussi intello, entre guillemets, pas dans le mauvais sens du terme, dans notre offre de livres par rapport à la clientèle que j'ai vue et à la manière dont vous avez de travailler en Suisse. Donc, la clientèle joue énormément. La Suisse, ça pourrait être le paradis des libraires. Il y a un niveau social, il y a un niveau intellectuel qui est plus élevé, il y a un niveau de richesse aussi qui est important. Si on était sur une île, ça irait très bien. Mais on est trop proche de la France et ça nous pose des problèmes. Mais on a une clientèle. Il y a des institutions internationales, il y a des multinationales, il y a une concentration qui fait. C'est vraiment quelque chose de très riche. On arrive à vendre des choses incroyables où je me dis mais comment on peut arriver à vendre ce genre de livres dans ces quantités-là, ce qui serait impossible. Alors, un peu à Paris, mais très clairement pas en France. Comme disait De Gaulle, Paris n'est pas la France. C'est-à-dire que, on est souvent un peu centré sur la référence, c'est Paris. Mais aller dans le Massif central, aller au fin fond de la Bretagne, aller dans les régions, comme on dit quand on est maintenant dans les gouvernements, et vous verrez que c'est pas si simple que ça de faire ce métier-là de cette façon-là. Nous, on peut le faire en Suisse. Voilà. La Belgique, c'est encore autre chose. On est plus près de Bruxelles, on est plus près de Paris que de Toulouse. Et puis aujourd'hui, c'est quand même un petit peu la même manière de travailler, je crois, en Belgique et en France. Vous attendez pour quand le verdict de la plainte que vous avez déposée ? Normalement, c'est une procédure simple qui ne débouchera pas sur un procès ni sur une amende, mais qui doit déboucher plutôt, si j'obtiens gain de cause, sur une obligation pour Madrigal, mais pas seulement pour Gallimard, de répondre à nos besoins et d'être en phase avec les textes de loi, je dirais. Et l'information que j'ai eue aussi, c'est que c'est pas la peine que je porte d'autres plaintes contre d'autres fournisseurs, puisque si la plainte est recevable contre Madrigal, elle le sera de fait vis-à-vis des autres fournisseurs. Donc, je vais pas être obligé de multiplier les procédures, mais normalement, je devrais avoir un premier retour d'ici à la fin de l'année, ce qui est quand même assez rapide pour une administration pour une autorité de la concurrence.
C'est assez rapide pour une institution, ça, effectivement. Vous pouvez le dire, et aux yeux d'un Français, c'est plus que rapide, même. Je dirais. Pascal Vandenberg, je vous remercie. Merci à vous. La référence de vos livres sera sur notre site. Merci beaucoup.